la 12e leçon de notre cours de thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique. N'oubliez pas, thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique de Dr Massamba Mampolo, Jean Massamba Mampolo, portera sur les psychothérapies africaines traditionnelles avec une brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale. Alors, soit vous m'entendez parler de thérapie. Pourquoi je parle de thérapie? Parce que la psychothérapie traite de problèmes psychologiques, mais la thérapie traite tous les problèmes qui concernent, n'est-ce pas, la personne humaine, tous les problèmes qui l'empêchent d'être heureux, tous les problèmes qui le troublent, qui le perturbent, on le traite en thérapie. La psychothérapie n'est qu'une partie de la thérapie en général. La thérapie pastorale peut ne pas être psychologique, mais c'est toujours une thérapie. La thérapie spirituelle est thérapeutique, comme les autres thérapies, et là aussi ces lois, ces principes d'opération, de travail, qui n'ont rien à envier aux principes de psychothérapie. Alors, Massamba, donc, dans sa dernière partie de sa thèse et de son travail principal, parle de des psychothérapies africaines traditionnelles, brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale. Introduction de ces chapitres. Et dans ces chapitres, il étudie des cas. Alors, il commence par cette introduction. Les cas que l'on étudiera dans ces chapitres ont pour but d'illustrer l'importance qu'il y a, au point de vue thérapeutique, d'entrer en contact avec les différents mondes du malade. Le malade qui se présente devant vous, la personne qui est troublée ou qui a des difficultés dans sa vie personnelle ou dans sa vie de couple, est une personne qui vit dans différents mondes, dont le monde traditionnel avec la croyance aux esprits des ancêtres. C'est un monde. Vous devez adresser ce monde. Vous ne pouvez pas l'occulter. Je vous avais dit dans un de mes cours que toute la pratique du combat spirituel de Mama et Papa Olangi gravite autour de combats contre les esprits des ancêtres, les esprits familiaux. Vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas occulter, vous ne pouvez pas éviter cette problématique-là. La personne qui vous arrive donc vient avec plusieurs mondes. Pour nous qui avons fréquenté l'école occidentale, nous avons aussi le monde occidental, nous avons notre monde universitaire, nous avons différentes cultures aussi africaines, etc. en nous, et nous vivons dans différents mondes. Voyez-vous, comme Jésus, quand il était ici sur la terre, mais en même temps, il vivait dans un royaume qui n'était pas de ce monde. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous vivons dans deux mondes, même nous autres, les chrétiens. Nous vivons dans le monde du royaume de Dieu, tout en étant dans ce monde d'ici. Donc, il faut tenir compte de chaque personne qui vous arrive et des mondes dans lesquels cette personne vit. La psychothérapie globale s'occupe de ce qui se produit au niveau de la conscience et de ce qui est caché dans la personnalité de l'individu du Massamba. Donc, ce qui est dans l'inconscient et qui est caché même à l'individu. Aussi bien que dans sa personnalité de base dans la société. Il y a certaines personnes comme nos propres enfants qui n'ont jamais été dans nos villages, mais vous pouvez voir dans sa personnalité de base, n'est-ce pas, certaines traces, certains indices de notre vie africaine. Alors, entrer en contact avec le monde du patient, moi je dirais le monde au pluriel,
ce n'est pas se limiter au monde magique, au monde sorcellerique. Hein? Le monde de cette femme-là qui disait qu'elle voyageait avec un papillon, avec un avion là, et qui était un papillon la nuit. Ce monde peut être simplement un monde symbolique. Hein? Et alors, beaucoup de guérisseurs, et même parfois des prophètes, ont tendance à tout réduire à ce monde magique qui peut être un monde de mensonges. Qui peut être un monde de mensonges. N'oubliez pas que Satan est un menteur, spécialiste en mensonges. Alors, c'est pourquoi je reprends ce que Massamba dit au deuxième paragraphe de son introduction à la brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale. Il dit « Entrer en contact avec le monde du patient, ce n'est pas se limiter au monde magique, c'est-à-dire au monde de la sorcellerie, comme on a tendance de le faire les psychothérapeutes traditionnels, les guérisseurs, en utilisant des symboles culturels variés. C'est ce qui empêche les guérisseurs traditionnels de développer leur technique. Ils tournent en rond. Toujours, on voit un sorcier, puis il faut chasser les sorciers. Puis c'est la guerre de l'anti-sorcier face à la science. Je vous cite ici le titre d'un ouvrage célèbre de Lufulabo Museka. Alors après, on tombe dans la divination. Puis on s'éloigne vraiment de la problématique existentielle même de l'individu qui est malade. De telles techniques peuvent mettre à nu les maladies sociales, hein, les techniques l'approche globale, la thérapie globale. De telles techniques peuvent mettre à nu les maladies sociales qui contribuent à créer l'anxiété. Quelles sont les maladies sociales? Les maladies qui sont des maladies familiales qui contribuent à créer l'anxiété, des peurs et de panique, des tensions, des névroses même, dans la personnalité des individus souffrant de sorcellerie. Hein? Tant chez le sorcier que chez l'ensorcelé. Et bien que la psychothérapie globale de Massamba s'exerce à l'intérieur du symbolisme culturel existant, le symbolisme de Gindoki ici, en utilisant pour le traitement les divers groupes sociaux et culturels, elle met à l'épreuve les sources les plus fondamentales du mauvais fonctionnement de la culture, aussi bien que de la société. Je reviens à cette phrase célèbre de Massamba qui commence à dépasser, pour ainsi dire, l'approche de guérisseur et de devin traditionnel. Il dit ceci: bien que la psychothérapie globale s'exerce à l'intérieur du symbolisme culturel existant, bien que la psychothérapie globale s'exerce à l'intérieur du symbolisme culturel existant, en utilisant pour le traitement les divers groupes sociaux et culturels, elle met aussi à l'épreuve de sources, n'est-ce pas, les plus fondamentales du mauvais fonctionnement de la culture. Un mauvais fonctionnement de la culture. Comme ici aussi dans la culture occidentale, on peut voir le mauvais fonctionnement de la culture individualiste qui conduit à beaucoup de névrosés, des psychotiques, hein, des malades mentaux, vous voyez, à tous les niveaux. De la même manière, notre culture qui est trop collectiviste peut aussi conduire à des malades mentaux, hein, à des gens qui attendent seulement que l'un produit et puisse nourrir toutes les bouches de la famille, au lieu que tout le monde puisse participer. Quelqu'un arrive en vacances chez son frère à Kinshasa, il s'assoit, il attend à manger, il ne fait rien toute la journée. Puis c'est une petite femme qui prépare tout, qui fait la vaisselle pour tout le monde, et tout le monde, les costauds sont assis et ils ne font rien toute la journée. Mais on peut faire un petit travail à la maison, vous voyez. Et quand on essaie de lui exiger un peu plus, on est méchant, et si on va plus loin, on l'expulse, on est sorcier. Alors, voyez-vous, les dysfonctionnements de notre société doivent être remis en question.
La méfiance de base qui détruit l'équilibre dans le développement de la personnalité est due en partie aux croyances au Kindoki du Masamba. Cette croyance crée jusqu'à un certain point des cas de paranoïa culturelle, des cas de paranoïa culturelle, de paranoïa sociale, de paranoïa personnelle ou individuelle, quand le montrent les études qui suivent. Alors, dans les études qui suivent, Masamba va démontrer comment les Kindoki, la croyance au Kindoki, créent jusqu'à un certain point des cas de paranoïa culturelle, de paranoïa sociale, de paranoïa personnelle, comme le montrent les études qui suivent. Paranoïa, la peur, la phobie. Le complexe de persécution, cas numéro 8 de l'étude de Masamba à la page 86. À partir de la page 86, quand vous aurez le livre, vous ouvrez cette page et vous le lisez. Ce cas a été présenté au cours d'une session de formation de conseillers par Madame Coletta, une étudiante américaine qui travaillait comme conseillère des étudiants étrangers. Et Dr Masamba cite ce cas avec la permission de Madame L. Coletta, une femme américaine. Le patient, il s'appelait Haile Telefaye, d'origine éthiopienne. Âgé de 21 ans, il avait 8 frères et sœurs, et ses 2 parents, et sa mère, son père, étaient déjà décédés, et il était étudiant à Chapman College aux États-Unis. Et voici le développement de ces cas-là, la présentation de ces cas. Les principaux malaises de Haile Telefaye: il avait de grandes difficultés à prendre des décisions, il avait beaucoup de difficultés à entreprendre une conversation ou une discussion avec des gens, il ne se sentait pas aimé, disait-il, et ni désiré par d'autres personnes, ni nécessaire à personne. Il a passé 3 ans aux États-Unis et éprouvé de la difficulté à se faire accepter. Et c'est comme ça qu'il est allé trouver la dame qui s'occupait de counseling dans son collège. Nature du problème, selon Masamba, il y avait une combinaison de problèmes culturels et psychologiques. À sa première visite, cela lui faisait plaisir de parler ouvertement de lui-même. Depuis lors, il éprouvait une grande difficulté à dévoiler ses sentiments. Pendant qu'il était à l'université de Howard, il fut invité à une réunion de découverte mutuelle. Il fut choqué de ce qui se passait à cette réunion. Il réagit par une conduite de retrait total. Il s'est retiré, il s'est isolé. Et il se souvenait qu'on le traitait d'être spécial, distant, égoïste, snob. Parce qu'il ne voulait pas se mêler aux autres. C'est un peu ce qu'on peut donner à une telle personnalité, qui s'isole. Il sentait que les bons aspects de son caractère étaient la patience, la tranquillité qui lui ont valu d'être recommandés par les adultes, par ses professeurs, par ceux qui détenaient l'autorité. Sa mère, la mère de Telefaye, mourut lors de son 10e anniversaire, le jour de son 10e anniversaire. Et il ressentait comme une punition précise d'un sortilège conformément à leur culture éthiopienne, culture de sa tribu en Éthiopie. Son père mourut 6 mois après la mort de sa mère. Et Telefaye se sentit coupable encore. La mort de son père était due au fait qu'il avait le cœur brisé par la perte de sa mère,
ce qui était tout à fait une réflexion sur lui-même. Son frère aîné le leva, lui Téléphaïe, quand il n'était pas à l'étranger, il restait à l'internat de la mission, puis il revenait de temps en temps chez son frère aîné. Il fut séparé de ses frères et sœurs plus vieux et de sa plus jeune sœur. Il n'exprima jamais envers quiconque aucun sentiment d'amour, de chaleur ou de colère. Il prétendait que c'est la première fois qu'il parlait avec quelqu'un de la mort de ses parents et de son anniversaire. Il avait l'habitude de retourner souvent à la maison de ses parents après leur mort et de parler avec eux, d'aller parler au tombeau. Maintenant, aux États-Unis, il a l'impression que tout le monde dans la classe le regarde comme font les officiers de police noirs éthiopiens. On est ici au temps de Haïlé et Mangitsu Mariam. Il croit que ce sont des espions éthiopiens qui étaient dans sa classe parce qu'il était contre le régime en place, le régime marxiste qui était en place chez eux. Et là donc, il se prenait pour victime. Victime de la mort de son père, victime de la mort de sa mère, victime du système policier du dictateur éthiopien. La mère de Téléphaïe, eh bien, il se souvenait d'elle comme d'une personne tendre, aimante, préparant toujours à manger pour les invités et les parents. Il se rappelle qu'elle lui faisait la lecture, raccommodait ses habits, lui apprenait des tas de choses. Il se rappelait aussi des jours de sa mort. C'était le jour de son anniversaire et Téléphaïe avait rendu visite à l'hôpital à sa mère, qui lui a fait la lecture et avait joué avec lui avant de mourir d'une crise cardiaque. Le père. Le père est mort d'hypertension. Il se rappelle, Téléphaïe se rappelait de son père comme une personne tendre, aimante, qui l'amenait en promenade, lui apprenait tas de choses, beaucoup de choses de la terre. Les diagnostics, selon les thérapeutes qu'il suivait, Téléphaïe souffrait de désordre psychonévrotique, l'agoraphobie. Il avait la peur des grands espaces. Quand il était dans les grands auditoires, il avait peur. Autre réaction de phobie, donc l'agoraphobie, la peur des grands espaces. Et ces peurs et ces anxiétés l'ont fait devenir secret et très apathique, sans ressort, soumis, ultra-conformiste dans la plupart des domaines. Il se sentait coupable de la mort de son père, coupable de la mort de sa mère, condamné et il avait de la peur. Alors, la dynamique de sa peur. Voici un peu la dynamique de sa peur. Premièrement, sa peur pouvait le conduire à la destruction personnelle, à l'autodestruction. Il pouvait se détruire à cause de ses peurs. Il pouvait aller jusqu'au suicide. Et alors, il fallait prendre ça au sérieux. Deuxièmement, sa peur faisait qu'il était souvent en insécurité. Alors, c'est très important. Et Téléphaïe, aussi, il faut savoir, non seulement qu'il pouvait se détruire, n'est-ce pas, et aller jusqu'au suicide, Téléphaïe pouvait, ne pouvait plus réagir contre la peur de façon effective. Il n'avait pas la force de réagir contre la peur. Il était dominé par la peur, dominé par la phobie. Et il devenait anxieux quand il était dans les grands espaces. Troisièmement, Téléphaïe voyait maintenant que d'autres mots allaient lui arriver. Par exemple, si je retourne en Éthiopie, on va peut-être m'arrêter ou me tuer.
le pronostic. Il y avait de l'espoir parce qu'il est venu de lui-même parler à la conseillère du collège. Il y avait un commencement d'une certaine focalisation sur son problème en commençant à parler de la mort de son père, de la mort de sa mère, n'est-ce pas, de son isolement à l'internat, etc. Il commençait à parler de lui-même et de l'histoire de sa famille. Troisièmement, il y avait des signes qu'il était capable de prendre des décisions par lui-même. Quatrièmement, il a répondu aux suggestions qu'on lui a faites par la conseillère de fréquenter d'autres personnes et de partager la chambre avec d'autres personnes à l'université. Et il commençait à participer durant la semaine à des petites sorties de groupe. Et cinquièmement, il avait un comportement signifiant en dehors du noyau névrotique avec des centres d'intérêt vis-à-vis de son gouvernement. Il avait des centres d'intérêt, donc, et il s'intéressait quand même à la politique en plus de lui-même. Alors, quel était le plan de traitement de son problème? La conseillère devait continuer dans la même ligne, enregistrer ses décisions, enregistrer ses déclarations d'abord, continuer à l'écouter, l'écoute, pour se mettre au courant, non seulement de son histoire, mais de la possibilité qu'il ait de prendre les décisions de sortir de la peur. Alors, la conseillère lui a demandé d'écrire cette histoire qu'il vient de lui raconter de son père, de sa mère, de sa famille. Il n'a pas pu écrire cette histoire. Il avait peur de les mettre par écrit et de les donner à la conseillère. Il y avait aussi demandé d'écrire une lettre imaginaire à son frère et à sa femme, à la femme de son frère. Mais il n'a pas pu écrire cette lettre. Il n'a jamais écrit cette lettre parce qu'il avait toujours peur. Alors il a fait dialoguer par écrit avec sa peur intériorisée. Pendant la clinique, pendant la thérapie, il a fait dialoguer par écrit avec sa peur intériorisée. Et maintes fois, il ne pouvait le faire à haute voix, de vive voix. Il le faisait écrire, il écrivait devant la conseillère. Et il semblait s'ennuyer quand il le faisait. Il n'aimait pas du tout voir, pour ainsi dire, ce nouveau moi qu'il était, et qu'il avait trahi, pour ainsi dire, parce qu'en disant son histoire, il avait dévoilé son moi caché. Et c'était son nouveau moi pour lui. Mais en fait, c'était le vrai moi qui était caché, qui était sorti, comme on dit chez nous, l'enkewa, le singe qui se cache, mais la queue le fait voir, la queue le trahit. Eh bien, il s'est caché, Téléphanie s'est caché, mais en dévoilant son histoire de l'enfance, en dévoilant l'histoire de la mort tragique de sa mère et de son père, et sa propre histoire, il venait de dire en quelque sorte ce qu'il est, ou ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? Remarque, la peur d'être détruit par le policier noir, qu'elle voyait même, parfois qu'il percevait, représentait, selon Massamba, les sentiments de culpabilité non résolus qu'il a pour la mort de ses parents. Il se sentait coupable. Tous ceux qui ont perdu des parents jeunes quand ils n'avaient pas de moyens se sentent souvent coupables. Oh, si j'avais de moyens, j'aurais pu faire. Si j'avais laissé tomber les études, j'aurais pu faire plus. Il se sentait probablement coupable de la mort de sa mère et de son père. Et là, il a opéré le transfert de cette culpabilité sur le gouvernement éthiopien qu'il critiquait souvent. Alors faites très attention aux gens qui ont l'habitude de critiquer les autres, surtout des critiques politiques. Allez voir dans leur vie, vous allez voir, parfois ils ont pas mal de culpabilité, de condamnation, d'autocondamnation, qu'ils essayent de transposer, de transférer sur d'autres personnes. Lorsque ses parents étaient morts,
n'est-ce pas? Ils étaient en Éthiopie. Mais quand il est venu en Éthiopie, lui, il voyait ses parents en rêve venir le visiter aux États-Unis. Alors, et souvent, il va le voir sous forme de représentants symboliques de policiers noirs dans ses rêves. Vous voyez, on dirait que ces policiers venaient pour l'arrêter, le condamner. Pourquoi il le condamnait? Parce que lui n'a pas fait ce qu'il devait faire, alors qu'il n'avait pas de moyens, pour protéger ses parents contre la mort. Téléphahé avait donc besoin d'entrer en contact avec lui-même, et parfois le pleurs qu'il dégageait pendant la thérapie et traduisait justement son chagrin, son attachement à ses parents qu'il n'avait pas pu voir pendant longtemps. Et ses parents, selon la tradition éthiopienne, étaient comme ses esprits protecteurs aussi, qu'il protégeait dans son cheminement. Ses ancêtres n'étaient pas loin de lui. Et pour lui, ils étaient toujours là. Mais ils étaient partis physiquement. Alors Mbiti a fait cette remarque. John Mbiti, le docteur John Mbiti, le théologien kenyan, a fait cette remarque que Massamba a retenue dans son ouvrage. Les disparus, qu'ils soient parents, frères, sœurs ou enfants, forment une partie de la famille, toujours. Vous voyez, hein? Je n'invoque pas mes parents, je n'invoque pas mes frères, mes sœurs qui sont déjà décédés, mais ils font toujours partie de la famille. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne font pas partie de la famille. Je connais leur nom, je connais leur visage, et ils sont encore comme vivants. Vous voyez? Donc, dans ma mémoire, dans mon imaginaire, ils sont encore vivants. Ils m'ont laissé des souvenirs. Donc, les disparus, qu'ils soient parents, frères, sœurs ou enfants, forment une partie de la famille et ils doivent donc rester en contact avec leurs parents survivants. C'est justement ces contacts-là que nous devons remettre en question. Quel genre de contact? C'est un contact de souvenir, tant mieux, mais pas un contact pour aller invoquer les esprits. Alors, c'est là que Mbiti vient dire « Libation et don de nourriture aux disparus sont un gage de communion, de respect, d'hospitalité. La boisson et la nourriture ainsi données sont des symboles de la continuité, de la cohésion de la famille. » Et ceci me rappelle mon père qui, au début des années 30, a quitté l'Église catholique. Et il était catholique au départ, il est devenu catholique parce qu'il s'était marié à ma mère qui était catholique, fille d'un chef de clan, chef de village. Et alors quand il est devenu catholique, il était collé au prêtre, et le prêtre belge l'amenait au cimetière, et un jour, il a vu le prêtre amener des bananes pour nourrir de morts. Mon père est revenu à la maison, il dit, je n'irai plus là, celui-là, il nourrit les morts, vous voyez. Et il ne croyait pas en ça. Et quelques temps après, il fut converti protestant, sauvé, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et il savait parler directement avec Jésus et pas avec le mort. Donc, ici, John Mbiti, traditionnaliste qu'il est, insiste là-dessus. Mais moi, je dis que les morts qui sont morts n'ont pas besoin de notre nourriture physique. Ils n'ont pas besoin de nos bananes, ils n'ont pas besoin de nos libations, de nos boissons. Ils n'en ont pas besoin. Leur estomac ne fonctionne plus. On n'a pas besoin de le nourrir. Soyons objectifs et scientifiques là-dessus. N'est-ce pas? C'est très important. Alors donc, voilà un cas d'agoraphobie, de peur, d'espace, d'un Éthiopien qui était étudié aux États-Unis. Le cas numéro 9, et nous allons terminer cette leçon 12 là-dessus, c'est un cas de culpabilité névrotique avec symptômes psychosexuels. N'oubliez pas, c'est une brève application théologique. Hein? Brève application théologique de quoi? Brève application théologique dans le contexte d'une psychothérapie globale. Et vous allez voir comment on peut faire une brève application théologique. C'est très important. Jusqu'à date,
vous n'avez pas encore vu ça. Parce que quand on parle, par exemple, de nourrir, comme John Bitt, le théologien, de nourrir les ancêtres, ça, ce n'est pas une brève application théologique. Ça, c'est une application des croyances magico-religieuses, superstitieuses, spiritistes africaines. Le spiritisme est interdit aussi dans la Bible, livre de Lévitique et de Deutéronome. Nous allons regarder ces chapitres dans un autre cours quand nous allons parler du Saint-Esprit qui interroge le Saint-Esprit, écrit par Massamba. Le cas numéro 9, donc culpabilité névrotique. Pendant que Massamba était à Kinshasa, un pasteur européen lui parla d'une de ses paroissiennes dont il ne pouvait comprendre le problème. Mafuana, une jeune femme qui venait de divorcer, croyait que cette destinée venait de que cette destinée venait, ou ce problème venait de ce qu'elle était partie en mariage sans l'approbation de ses parents au village. Un mois après s'être séparée de son mari, elle commença à faire de l'anxiété et de la dépression à un très haut degré. Elle rêvait de mauvaises actions et de punitions. Sa conscience était troublée. Elle éprouvait du ressentiment pour son mari, mais le refoulait parce que la violence et l'agressivité étaient moralement inacceptables pour elle. Elle aimait les hommes. Elle les haïssait en même temps. Beaucoup d'hommes qu'elle aimait devenaient aussi des ennemis qui la persécutaient en rêve. Mafuana devint très bavarde et incapable de se contrôler et rêvait beaucoup. Il avait des rêves, beaucoup de rêves chaque jour, chaque nuit. Dans ses rêves, reconnaissait-elle, son grand-père mort lui disait de tuer un cochon pour son oncle qui était mort quelques semaines après son mariage et qu'il désapprouvait, et d'aller au cimetière verser du vin sur sa tombe et lui demander pardon. Alors Mafuana avait peur de le faire parce que cela lui semblait contraire à sa foi chrétienne. Alors Massamba dit, j'insistais pour qu'elle aille au village où la réconciliation rituelle se passa en douceur. À son retour à Kinshasa, Mafuana était devenu un être nouveau, complètement guéri de son anxiété. Elle s'était mise d'accord non seulement avec l'ancêtre, ses parents et son ex-mari, mais aussi avec elle-même. Elle se sentait en paix. Elle avait accepté la séparation de son mari avec bonne grâce et sans accuser qui que ce soit. Elle voyait un beau monde, terre de pardon. Elle était fière d'être en paix avec elle-même et avec le monde. Personne n'avait plus de problème avec elle. Elle acquérait le sens de l'humilité. Elle se sentait responsable de ses actions et est devenue responsable de son enfant qu'elle a mis au monde avec son ancien mari. Elle était fière, elle était humble, elle s'était réconciliée avec elle-même. Elle était devenue le héros et non le paillasson humain. Elle avait subi une catharsis qui l'aidait à affirmer son moi réel. Le rêve de Mafuana et ses hallucinations qu'elle avait avaient leur symbolisme psychosexuel et psychosocial, n'est-ce pas? Ces rêves, n'est-ce pas, avaient leur symbolisme psychosocial et psychosexuel. Et ces symbolisme psychosocial et psychosexuel suggérait une culpabilité névrotique. Quand vous voyez quelqu'un qui a souvent des rêves comme les rêves de Mafuana, de cette dame-là, il y a une culpabilité névrotique. Les rêves amenaient à la conscience la douce chaleur, l'affection et le style de vie du grand-père. En tant que pasteur, Massamba
avait élevé sa petite fille dans un système clos de relations sociales et de valeurs sexuelles. Le grand-père de Mafwana, plutôt, qui était pasteur, avait élevé Mafwana dans un monde clos, un monde de relations sociales très élevé, de valeurs sexuelles très élevées. C'est-à-dire, on ne faisait pas le sexe n'importe comment. La masculinité et l'affection du grand-père constituaient le genre d'expérience et le système de valeurs sur lesquels elle s'appuyait pour se développer socialement et sexuellement. Le modèle du mari était le grand-père. Adulte, Massamba était encore une enfant protégée, une fille protégée, mariée effectivement à son grand-père, symboliquement. Et quand elle couchait avec son mari, elle avait des hallucinations comme si son grand-père était avec elle. Aujourd'hui, on parle de mari de nuit, mais en fait, ce n'est pas le mari de nuit. Elle avait comme père protecteur son grand-père. Avec la mort du grand-père, les capacités affectives de Mafwana s'écroulèrent parce qu'elle faisait partie d'un processus avorté d'identification du moi qui ne réussit pas à s'étendre au-delà du rapport grand-père-petite fille. Et j'ai toujours aimé une expression que les grands-pères utilisent chez nous vis-à-vis de leur petite fille, il dit mon épouse, comme la grand-mère va dire mon époux à son petit-fils. C'est symbolique. La présence inconsciente du grand-père dans sa personnalité intérieure démontre justement une culpabilité névrotique. La violation consciente des règles conjugales traditionnelles dénotait une culpabilité réelle et précipitèrent sa névrose. Le divorce avec son épouse était comme une démonstration pour elle de non-protection de ses ancêtres, de ses anciens, dont son grand-père, parce que elle l'avait trahi, selon ses pensées. C'est pourquoi Mafwana pensait se réconcilier avec les grands-parents pour être en paix. Les grands-parents qui étaient déjà morts. Il faut donc noter que l'approche thérapeutique traditionnelle a fourni une thérapeutique immédiate et appropriée de redressement et de soutien, mais qui ne peut pas conduire nécessairement le malade à une guérison totale, à une santé complète. La satisfaction des exigences et des pratiques traditionnelles peut créer une certaine libération temporaire quand on l'emploie correctement pour certains malades, mais elle ne doit pas être toujours la fin de la thérapeutique. Chez certains malades, le conflit dynamique qui affecte la structure interne de leur personnalité et qui n'a pas atteint le niveau de la conscience claire doit être amené au niveau de la prise de conscience au moyen d'approches thérapeutiques telles que l'analyse transactionnelle que vous avez étudiée pour rendre les malades capables de saisir en lui-même les différents états de son moi, les différents états du moi. Moi enfant, moi adulte, vous voyez, moi du père, moi enfant, moi adulte, moi du père. Vous avez étudié ça, reprenez votre cours d'analyse transactionnelle. Et il est très clair ici que Mafwana se comportait toujours comme un enfant, une petite fille, n'est-ce pas, qui recevait les directives de son grand-père et qui maintenant est dominée par son mari. Et dès que le mari l'a divorcé, elle a perdu tout le contrôle de sa vie. Elle a perdu la direction, l'équilibre de sa vie. Il est donc clair que le type de personnalité sociale dans la structure africaine du groupe avait contribué pour une grande part à l'état maladif de ce cas de Mafwana, comme le cas du cas de téléfaillite. Souvent en Afrique,
beaucoup de jeunes gens sont gardés enfants même quand ils deviennent adultes. Et ils rentrent encore au tombeau à aller parler aux ancêtres parce que ce sont des petits-enfants. Ils restent enfants. Ils n'ont jamais dépassé le mois enfant. L'adulte et l'enfant, chez les deux malades que nous avons vus, avaient été si fortement brimés par l'image du Père et l'autorité du grand-père. Tellement brimés que l'adulte avait perdu son authenticité et son autonomie. L'adulte n'émerge pas, n'a pas émergé chez Mafuana comme chez Téléfaye. Il est donc nécessaire que la méthode psychothérapeutique traditionnelle de réconciliation du malade avec la figure de l'autorité relation père-enfant soit complétée par l'aide fournie au malade pour qu'il entre en relation avec d'autres et avec lui-même au niveau des rapports adulte-adulte. Il faut que le malade grandisse. Et cela permet à l'adulte d'acquérir une confiance en soi telle qu'elle aide l'individu à tester la réalité objective. Et c'est là que Jésus-Christ entre en jeu. Et c'est moi qui parle ici. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus entre dans une vie pareille, n'est-ce pas, cette personne est accueillie dans sa naïveté, dans sa simplicité, libérée des liens de l'enfance, des liens de famille. Cette personne libérée, n'est-ce pas, reçoit une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles, et l'Esprit de Dieu vient les transformer. Et comme cette personne se donne en sacrifice vivant à Dieu, donne son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, son intelligence est renouvelée et transformée par le renouvellement de l'intelligence. Il reçoit l'Esprit de Dieu qui lui permet d'entrer dans une santé mentale et spirituelle et physique totale. Voilà, nous allons continuer.